Pédiatre depuis plus de 30 ans, la femme que nous recevons ce soir est une véritable référence sur les sujets relatifs à l'enfance et à l'éducation. Chroniqueuse en radio et écrivain de talent, elle est par ailleurs très engagée dans la cause des femmes. Elle vient aujourd'hui nous parler de son dernier roman, Maman de tous les enfants du monde, l'occasion pour elle de revenir sur sa vie et sur son parcours. C'est Edwige Antier que nous recevons sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Edwige. Oui, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de publier ce livre, Maman de tous les enfants du monde, c'est aux éditions de l'Archipel, un livre qui vous a pris près de 2 ans de travail. Quelle était l'ambition de ce livre ? C'était de comprendre pourquoi je me suis battue pendant 9 ans pour qu'on arrête de frapper les enfants, qu'on ait une éducation beaucoup plus respectueuse de l'enfant et pourquoi ça va mieux le construire et que finalement vous en aurez beaucoup plus de bonheur. Alors on cherchait le fil rouge, d'où ça vient cette conviction qui m'a permis de remporter cette bataille de mettre dans la loi qu'on ne tape pas les enfants. D'où venait contre tout le monde, parce que tous les parents en France, une fessée, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Ça a été très polémique, effectivement. Beaucoup de parents disaient qu'on devrait les laisser gérer l'éducation de leurs enfants comme ils l'entendent, et vous avez dû vous battre. C'est ça, et que voilà, une claque et tout ça, ça remet les idées en place. Enfin, j'ai entendu énormément de convictions qui viennent des générations précédentes, de notre propre enfance. Oui, mais je voyais bien, moi, depuis l'enfance, c'est mon enfance qui m'a portée à étudier ça. Et donc, il a fallu raconter cette histoire pour montrer comment mon histoire de famille, les rapports avec mes parents, ce qui est arrivé à ma sœur aînée, comment en observant d'autres cultures, parce que j'ai grandi au milieu des rizières, au milieu des paillotes. Au Vietnam, il faut préciser pour nos téléspectateurs. Voilà, au Vietnam. Parce que vos parents étaient donc expatriés là-bas. Voilà. Mon père était ingénieur et il dirigeait des usines à décortiquer le riz, qui s'appellent des rizeries, donc au milieu des rizières. Vous parliez de cette enfance que vous avez vécue, de ce qui est arrivé à votre sœur, de la façon dont ça vous a construit, dont ça a justement aussi motivé cette volonté de supprimer les châtiments corporels pour les enfants. Est-ce que vous pouvez, sans trop dévoiler le livre, nous en dire quelques mots de cette enfance et de vos souvenirs et de la façon dont ça vous a vraiment impacté ? Je dirais qu'il y avait... J'étais donc toute petite, puisque je suis arrivée, on disait l'Indochine, j'avais 3 ans et demi, toute petite. Et nous avions une maison de fonction en quelque sorte, au milieu de ces rizières, une grande maison et une grande cour. Et au fond de la cour, il y avait un lavoir qui marquait la limite. Et après, il y avait des petits studios pour, ma mère l'a appelé les domestiques, les serviteurs qui servaient l'intendance de cette maison, de cette famille, qui dirigeait cette usine. Et ma mère était prof à Saigon. On disait comme ça. C'est vrai, ça a changé de nom depuis. Pourquoi c'était très important ? C'est que dans la maison, avec mes parents, il y avait une éducation à l'ancienne. Celle où beaucoup de gens aujourd'hui disent « Non, mais c'était mieux avant, et avant on tenait les enfants, on avait de l'autorité ». C'était cette éducation. Ma mère prof, il fallait de l'excellence. Nous étions 3 filles. J'ai toujours pensé que si on avait eu un garçon, mon père se serait focalisé. Mais là, 3 filles, eh bien, chaque fois, il espérait un garçon, il avait une fille. Eh bien, il fallait que les filles soient excellentes, premières de la classe. À la hauteur. À la hauteur. Et ils ne venaient pas si nous n'avions pas le prix d'excellence à la distribution des prix, ils ne se déplaçaient pas. Donc une éducation quand même à la baguette. Et à la baguette. Oui. À coup de paire de claques, d'autorité, de punition. C'était comme ça, fallait filer droit les enfants. Et de l'autre côté, au fond de la cour, je m'échappais parce que je n'avais pas le droit, derrière le lavoir. Et je regardais vivre les Vietnamiennes. Alors là, vous savez, les enfants, ma petite sœur, elle était confiée à une nurse. On lui faisait bonsoir comme ça. Et eux, le bébé était dans un hamac pendant que la machine à coups de Singer faisait les ourlets, donc il dormait avec sa maman bercée. Quelque chose de beaucoup plus serein finalement. Beaucoup plus porté. Cette éducation que j'appelle proximale, c'est-à-dire avec les parents. Et nous, c'était vraiment, les enfants, allez vous coucher, faites votre travail, soyez polis, faites une petite référence des révérences quand les invités arrivent. Et puis les enfants d'un côté, les adultes de l'autre, on ne se mélange pas. On ne dit pas ça, et 2 claques. Donc, l'éducation distale, et j'ai vu les résultats.
ma sœur, en plus, ma grande sœur, qui était très douée, très brillante, qui avait été stimulée parce que mes parents veillaient à nos études énormément, mais en même temps a nourri une colère. Et j'étais, 2 ans de moins, sa confidente. Donc, sans arrêt, elle venait me voir et elle me disait, tu vois, maman, elle dit ça, papa, il fait ça. Mais moi, je ne supporte pas, ce n'est pas possible, ils ont tort. Et la colère à l'adolescence, ça a été une explosion parce que si elle était précoce à l'école, souvent les enfants aussi, ils peuvent être précoces à l'adolescence. Et là, mes parents, ils n'ont pas supporté qu'elle ait une liaison avec un ingénieur. Et donc, je raconte comment s'est développée cette révolte qui a fait une rupture. Et puis, elle est devenue très rebelle, anarchiste. Et je trouve que ça a détruit une partie d'elle-même. Alors, l'éducation carrée comme ça, quand je voyais comment les enfants s'épanouissaient dans leur regard, au milieu, voilà, à l'arrière de la maison, je comparais et je me disais, ils se trompent. Et comme après, je suis allée en Nouvelle-Calédonie, en Océanie, au milieu des Mélanésiens, là aussi, dans les cases. Dans une culture toujours complètement portée, différente, bien toujours, sûr. et très autonome. Donc, plein de confiance en eux, plein de sagesse en même temps dans cette éducation, de respect de l'enfant. Donc, j'ai toujours observé ces phénomènes en étant pédiatre qui se répétaient dans mes familles que je suivais. Je suis à ma 2e génération de patients. Je les ai vus grandir et j'ai confirmé cette analyse. Puis, les neurosciences sont arrivées, ont montré les dégâts de l'éducation rigide, violente sur les enfants. Et donc, j'ai pu porter cette proposition de loi et elle a abouti. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui vous en sont reconnaissants. Oui, et ce que vous expliquez, c'est que finalement, c'est très contre-productif parce que vous expliquez que finalement, des enfants ne vont pas davantage obéir et qu'à l'inverse, ça peut même générer des choses complètement inverses. Et ça s'est bien présenté avec votre sœur, parce qu'on a finalement obtenu le résultat totalement inverse de ce qu'on voulait, à savoir une personne qui n'était pas aussi rangée qu'on aurait voulu qu'elle le soit. Mais voilà, au contraire, dérangée parce que révoltée. Et donc, elle a mis son... Mais s'il ne tourne pas comme ça, alors quand il tourne comme ça, les parents me disent « Non, mais le mien, il était dur. » Ah ben oui, on l'a endurci. Bien sûr. Et s'il n'est pas trop révolté, il va être très soumis. Donc, finalement, il va accepter des choses dans la vie, peut-être. La fille va accepter d'être frappée par son mari ou trahie. Oui, on envoie des signaux aussi. Papa et maman peuvent te frapper, par la suite, quelqu'un d'autre peut te frapper. Il y a toujours des conséquences. Et vous, quelles séquelles, entre guillemets, ça a laissé cette éducation quand même très rigide et très, très dure? Quelles séquelles ça a laissé encore jusqu'à aujourd'hui? Sur moi, oui. Je pense une exigence intérieure énorme. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment que le travail soit parfait, qu'à chaque moment où j'ai un enfant à prendre en charge à la naissance, je vais m'assurer plus que m'assurer de tout, et je ne vais quitter la maternité que quand j'aurai vérifié non seulement les paramètres, mais le dossier rempli, les résultats. Et un degré d'exigence qui crée une sorte d'angoisse. Disons que je suis sûrement beaucoup plus angoissée. Et alors, en tant que mère, je dis souvent, j'ai été une ultra-mère parce que... Vous avez 2 filles, c'est ça? J'ai 2 filles. Ouais. Et dès que ma première fille... Et 7 petits-enfants. Et 7 petits-enfants que j'adore. Et voilà, demain, j'ai un DST trigonométrie. Donc, on continue de faire le travail. J'ai gardé ça de mes parents. La volonté de la culture et de... Voilà. Mais sans jamais, bien sûr... non seulement pas lever la main, mais même pas crier, même pas punir, quoi. Je fais même exprès de ne pas dire certaines choses à leurs parents parce que j'aurais peur que peut-être il y ait trop de sévérité. Donc, mais quand même, je cultive et je veux une réussite. Ils le savent. Mais on peut le faire vraiment dans le respect de l'enfant. Et c'est justement vous pensez cette éducation que vous avez reçue avec laquelle vous étiez de toute évidence en désaccord et vous en parliez avec votre sœur. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de devenir pédiatre et de vous occuper à votre tour d'enfant? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de rapport? Il y a un lien évident, puisque quand j'ai décidé, au moment de mon bac, ce qu'on doit faire après, alors mes parents, j'étais aussi passionnée d'histoire, parce étant née dans la guerre de 46, ayant connu la guerre d'Indochine, et je raconte comment, avec les yeux d'un enfant, on vit cette guerre dans les rizières, comment les attentats, tout ça, j'ai traversé tout ça.
Et après, la Nouvelle-Calédonie, le débat sur indépendance ou pas. Donc, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui est particulière, où j'ai deviné le bagne à l'époque où c'était un sujet tabou, qui est maintenant, heureusement, réanimé dans leur mémoire, mais c'était compliqué. Donc, j'ai été passionnée d'histoire et j'hésitais et de sciences, donc faire médecine ou professeur d'histoire géo. Et ma mère m'a dit, non, pas prof, tu peux être médecin. Mon père m'a dit, bien sûr, il faut être médecin. Alors, que pédiatre. D'accord. Parce que soit enseigner l'histoire aux enfants, car c'est très important pour savoir qui on est, nos racines, d'où on vient, ou soigner les enfants, les comprendre, aider les parents à les comprendre. Ça fait sens complètement. De toute façon, c'était les enfants. Et vous n'avez pas fait que ça, effectivement, que pédiatre, puisque en fait, votre carrière force totalement l'admiration. Vous êtes quand même très, très hyperactif. Vous avez eu effectivement cette carrière médicale, et que vous continuez d'avoir. Vous êtes encore sollicité par des familles. Une carrière politique et une carrière journalistique. Alors, la carrière journalistique, effectivement, avec des chroniques, notamment en radio, et puis la carrière politique qui vous a amené justement à essayer d'œuvrer pour faire passer cette loi dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette multiplicité, là, c'est quelque chose qui vous comble? Est-ce que c'est des choses que vous appeliez de vos voeux? Est-ce que finalement, comment est-ce que ça vous est arrivé? Comment vous êtes tombé dans la marmite du journalisme, de la politique? Comment ça s'est passé, tout ça? En fait, il y a une unité totale. Je suis pédiatre. Oui. Et j'ai voulu, parce que j'ai eu cette conviction très tôt que le comportement des parents était absurde avec les enfants, le comportement des adultes souvent absurde. Donc, une sorte de bouillonnement, de dire ce qu'il faut faire, le valider par mes études et mon expérience. Et donc la politique, je n'ai jamais eu l'idée de faire une carrière, et je n'ai pas fait une carrière, heureusement. Ça m'a rendu beaucoup plus libre. Chaque fois qu'on venait me chercher pour prendre un mandat, je prenais un combat pour l'enfance, pour la santé. Pour l'enfance ou pour les femmes? Parce que vous êtes donc à l'Assemblée nationale, vous êtes entre autres membre de la délégation aux droits des femmes, de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi qui justement renforce la protection des victimes et la prévention de la répression des violences faites aux femmes. C'est long à dire, hein, tous ces titres-là. Pourquoi est-ce que cette cause des femmes, en parallèle de la cause des enfants, pourquoi est-ce que ça compte autant à vos yeux? Merci beaucoup, Ariane, de le souligner. Oui, et aujourd'hui, par exemple, je suis convaincue qu'il faudrait enlever l'autorité parentale aux hommes quand la violence qu'ils ont faite à leur compagne est avérée. La violence faite à la mère, c'est une violence terrible. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, mais la mère, elle est encore plus fragile que la femme parce qu'elle a ses enfants, parce qu'on peut lui faire du mal par ses enfants. Que quand un homme brutalise sa femme, eh bien, si elle a des enfants avec lui, elle se tait souvent par peur d'être séparée de ses enfants. Et donc la mère est très vulnérable. Donc combat des femmes, combat pour les enfants, c'est absolument imbriqué. Même combat. Voilà. Et souvent on me dit la place du père, mais je dis le père, il peut se la faire facilement. C'est pas à nous de faire la place au père. Il suffit qu'il s'occupe bien de la mère autant que de l'enfant pour que sa place se fasse naturellement. Et c'est vrai que ça suppose un certain courage. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de Le courage des femmes et Éloge des mères. Et c'est vrai qu'elles méritent qu'on fasse leur éloge parce que c'est les héros des temps modernes, avec en plus tous les enjeux aujourd'hui. J'ai élevé mes filles, bien sûr, en les poussant dans les études. Je suis très fière qu'elles aient un bon bagage. Mais en même temps, une fois qu'on est femme dans la société avec notre dignité, parce qu'on travaille, c'est notre dignité de travailler. Bien sûr. Mais en même temps, on a une vie conjugale, une vie parentale. Avec toute la charge mentale afférente, et c'est énorme. Pas tout ce que les femmes portent sur elles. Et on a beau dire la place des pères, eh bien, la femme porte beaucoup Même plus. Si ça évolue, c'est certain que ça pèse encore beaucoup sur les épaules des femmes. Je demande vraiment aux pères de protéger leurs femmes. Pas de me dire « Ah, mais moi, je suis séparée de ma femme parce que je ne l'aime plus. » Non, j'envoie des scuds, je règle mes comptes. Mais par contre, j'aime mes enfants. Ce n'est pas possible. Les enfants, ils sont les enfants de votre femme. Et donc, il faut absolument protéger la mère pour protéger l'enfant. On disait même combat, on va continuer à parler de vos combats dans un second temps. Ça va vous paraître un petit peu étonnant, mais je vais quitter le plateau. Vous allez continuer de m'entendre et vous allez voir, ça va très bien se passer. Je vous propose de vous laisser porter par cette expérience sans doute très inédite. À tout de suite.
Est-ce que vous êtes bien installée, Edwige? Je suis très très bien, merci. Formidable. Alors, le principe est simple. Je vous soumets différents mots, 4 au total, et je vais vous proposer de me dire ce que ces thèmes vous inspirent. On commence avec aide. Aide. Ah bien, l'aide, c'est l'aide dont ont besoin les parents. Et j'aime beaucoup les voir avant même une naissance. Pour quand la maman attend son bébé, quand tout est neuf, ou alors avec le nouveau-né, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore fait de maladresse, et je peux les préparer à ce qu'est un bébé, un petit extraterrestre qui débarque sur notre planète et qui a besoin de toute l'aide qu'ils vont pouvoir lui donner, et non pas des principes carrés, l'aide, l'admiration de cette recherche pour le bébé, des signaux de son environnement. Donc, aider les parents, oui. Est-ce que vous-même, quand vous étiez jeune maman, alors bien sûr vous étiez pédiatre et vous aviez tous les outils, mais est-ce que vous auriez bénéficié de ce type d'aide? Est-ce que voilà, vous avez le sentiment de ne pas toujours avoir été assez aidée quelque part? Pas du tout aidée. Vraiment, pas du tout aidée, parce que, en plus, à partir du moment où vous avez la colonne vertébrale que m'ont donné mes parents, c'est-à-dire l'amour de bien faire les choses, savoir être digne et assumer ses choix, utiliser sa science, etc. Les autres pensent que vous n'avez pas besoin vraiment d'aide, ils vous en demandent, et y compris les hommes de ma vie, parce que j'en ai eu 3, comme je l'explique, mais les hommes de ma vie n'ont pas du tout pensé que j'avais vraiment besoin d'être aidée. Ils se glorifiaient de m'aider à certaines choses, mais très vite après, non, ils plutôt me laisser me débrouiller avec les enfants. C'est très difficile d'être mère et en même temps qu'un homme puisse comprendre les besoins de votre enfant. C'est difficile, il faut sans arrêt être l'avocat de nos enfants dans cette société. Et donc, oui, je n'ai pas été vraiment aidée. J'ai été aidée au niveau du début de chaque aventure conjugale, puisque j'ai eu 3 maris, enfin et compagnons, 3 pendant 15 ans chaque fois, assez longtemps. Au début, j'ai été aidée parce qu'ils étaient fascinés par tout ce que je pouvais faire, bouger comme montagne. Et puis, au bout d'un moment, comme a dit le dernier, nous nous appelions Monsieur et Madame Regard, mais tout le monde disait Monsieur Entier, il y a un problème d'identité, et finalement plutôt me démolir. Voilà. Oui, c'est jamais évident, comme s'ils étaient un petit peu écrasés, le simple fait qu'on les appelait Monsieur Entier par votre rayonnement, votre... C'est ça, oui. il en souriait, mais en fait, quand j'ai vu ensuite ce qu'il a fait pour trahir ma confiance, je pense qu'il en souffrait. C'est certainement compliqué pour un homme Enfin, c'est pas compliqué pour une femme d'être femme d'eux. Non, absolument. Mais en sens ça serait compliqué pour un homme? Parce qu'on reste dans une société qui est encore extrêmement machiste quand même. Et c'est vrai que voilà, on parlait tout à l'heure de la charge mentale qui pèse encore beaucoup sur les femmes. Du coup, à défaut d'avoir de l'aide, alors vous l'aviez probablement un petit peu au début, et puis ça s'est certainement beaucoup dissipé. À défaut de trouver de l'aide que vous recherchiez, où est-ce que vous avez trouvé du soutien dans les moments où vous en aviez besoin? Sur quoi est-ce que vous êtes appuyé pour aller mieux, pour trouver un peu un appui, un réconfort? Dans la construction que m'ont donnée mes parents. Parce que moi, étant la deuxième, même si ils étaient stricts et sévères, mais ils n'ont pas été aussi durs qu'avec ma sœur aînée qui focalisait leurs ambitions. Ils me considéraient comme la deuxième, quoi. Voilà, Viviane, c'était... Bon. Et du coup, j'ai surtout bénéficié, par contre, de leur recherche d'excellence, de ce qu'il faut faire pour tout comprendre, tout savoir, comprendre le monde, être scientifique, mais en même temps écouter. Ça m'a donné une force. C'est de là qu'est venue ma force. Donc je dis surtout, les parents, continuez de cultiver, transmettez vos valeurs, transmettez votre culture
à votre enfant. Et je demande aux professeurs de mieux intégrer les parents dans l'école et d'arrêter avec des programmes farfelus, de casser la transmission entre les parents et les enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre un chapitre de SVT en 6e, il faut être haut fonctionnaire du développement durable. Un chapitre d'histoire, il faut sortir de Sciences Po. C'est éclaté, c'est n'importe quoi. Et ça casse la transmission parent-enfant. On dit il faut qu'ils soient autonomes. Ils ne peuvent pas l'être. Et par ces valeurs-là que m'ont donné mes parents, par tout ce qu'ils m'ont construite, je pense que j'ai eu une colonne vertébrale et qu'on n'a pas réussi à m'enfoncer quand on a essayé. On sent chez vous à la fois beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup de générosité dans cette volonté d'aider. D'ailleurs, les titres de vos livres sont éloquents. J'aide mon enfant à avoir confiance en lui, j'aide mon enfant à s'épanouir. Donc, il y a toujours cette volonté d'aider. Est-ce que quelque part l'écriture pour les autres, c'est aussi une façon peut-être d'être plus en phase avec vous-même, de vous aider un peu aussi ? Vraiment, c'est le prolongement de ma pratique. Quand je suis pédiatre dans mon cabinet, je suis dans un petit cocon, un entretien privé avec les parents pour eux, comme ils sont, et leurs enfants. Mais en même temps, je donne les bases de l'éducation. Et très vite, j'ai eu envie, en effet, d'élargir les messages. Donc, d'écrire. Puis de parler à la radio avec Jacques Pradel, parce que Françoise Dolto a préfacé mon premier livre. Jacques Pradel m'a appelé et à ce moment-là m'a demandé de rester avec lui. Et c'est un ami pour toujours. Et donc, France Inter, France Info, j'ai diffusé la parole pour les enfants. Mais quand on dit je suis médiatique, non, je suis pédiatre. Je suis pédiatre avec les médias, mais je suis pédiatre en politique, je suis avant tout pédiatre. J'imagine qu'avec tout ce que vous avez fait, tous ces livres que vous avez écrits, tous ces parents que vous avez accompagnés, tous ces projets de loi que vous avez soutenus, vous avez dû recevoir des quantités astronomiques de courriers, de lettres, de remerciements, de témoignages. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement touché ? Ce qui me touche, c'est quand, oui, j'ai un message très récemment encore d'une maman que j'avais perdue de vue depuis quelques années parce que les enfants avaient beaucoup grandi. Et apprenant la sortie de mon livre, voilà, elle m'a envoyé un petit mail pour me dire que le grand avait été en prépa d'ingénieur, que le petit réussissait bien et puis qu'il était gai, que tout allait bien. Je me souvenais de cette maman parce que particulièrement, elle était professeure de soutien, vous savez, de tous les enfants qui ont des difficultés. On a beaucoup partagé nos réflexions. Alors, l'avoir emplie de moi et moi emplie d'elle, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Mais je suis aussi très investie dans la prévention du handicap. En fait, c'est aussi le fil rouge depuis que j'ai été réanimateur de nouveau-nés à l'origine du service de réanimation de Port-Royal. Essayer de prévenir le handicap, de dépister les enfants autistes, les repérer dès le petit âge pour minimiser leur handicap, augmenter leur potentiel. Voilà, ça c'est un combat et une colère permanente parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez. Donc j'ai encore beaucoup à faire et beaucoup de colère. Beaucoup de colère à extérioriser. Alors on va parler peut-être pas tout de suite de colère, mais de famille. Ça peut peut-être aller de pair, vous allez me dire parfois. Alors la famille, vraiment la base, je le dis à toutes les mères qui nous écoutent. Vous savez, osez vivre votre vie. Les familles, c'est vrai que comme on vit longtemps, qu'on a énormément d'enjeux, c'est difficile d'avoir une famille vraiment linéaire à l'ancienne tout le temps. C'est un roman, la famille. Mais n'ayez pas peur des fois de prendre des risques. Hein. Vivez cette aventure, il faut la vivre. Moi, j'ai donc eu 3 vies conjugales, mais je ne regrette aucune. Par contre, ce qui vous restera, et ce sur quoi vous devez veiller, voilà, c'est vos enfants.
Mes enfants, maintenant, j'ai 2 grandes filles, j'ai donc 7 petits-enfants, et franchement, l'appel tous les jours, les voir tous les jours pour le café, pour parler des enfants, je trouve le temps. Même parfois quand je me dis, oh là là, mais je vais être en retard, ah oui, mais elle est là, elle veut prendre un petit café, me raconter des choses sur les enfants, sur sa profession. Eh bien, franchement, ça me rend immortel. Vous savez, de transmettre à notre enfant, c'est ça qui va nous rendre immortels. Alors la famille, elle évolue, elle change de forme. Il y a la famille à l'ancienne, avec parfois l'éducation à l'ancienne que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis la famille, elle change de forme. Il y a des familles décomposées, recomposées, des familles monoparentales, des familles homoparentales, des familles avec 2 papas, 2 mamans. Enfin, il y a une espèce quand même de transformation des modèles, alors qui reste pas la majorité des cas, mais quand même, voilà, ça évolue beaucoup. Est-ce que c'est important de prendre en considération tous les avis et surtout quel regard vous portez sur ces nouvelles formes familiales? Là aussi, mon enfance et ma jeunesse, je pense, m'ont donné un regard particulier. Les Mélanésiens, par exemple, quand ils venaient en consultation dans mon cabinet quand j'étais à Nouméa, eh bien, l'enfant était accompagné d'une femme. Je demandais si c'était sa maman. Non, c'était peut-être la sœur de la maman, d'un homme. Quand j'ai demandé, vous êtes le papa? Il me regardait, quelle question bizarre. Je suis son frère. Donc il était l'oncle maternel, qui a une grande importance dans les familles mélanésiennes. De la même façon, avec les Polynésiens de Tahiti, ce n'était pas forcément le même parent qui était là. Ce sont des familles élargies qui se développent dans la joie, plutôt clanique que famille nucléaire. Et finalement, tout le monde trouve toujours un repère pour de la résilience quand on a un petit malheur. Et finalement, dans la mesure où c'est sociétalement installé, dans la transparence, parce que l'enfant sait toujours qui est son père de naissance, qui est son oncle maternel, qui est sa mère, qui est la sœur. Il le sait, tout est clair. Alors il grandit très bien. Donc je crois qu'on peut avoir des familles qui se séparent, se recomposent, de l'adoption entre 2 hommes, ou du moment qu'on est transparent. Alors simplement, comme chacun a ses blessures vis-à-vis de son ex-compagnon, vis-à-vis de ses difficultés procréatives, vis-à-vis de son orientation sexuelle, parfois c'est difficile pour des parents d'être vraiment clairs parce que tout ça remue beaucoup d'émotions. Donc ils peuvent avoir besoin d'en discuter devant l'enfant, avec le médecin. Et pour l'enfant qui écoute à la cantonade, comme disait Dolto, les choses se disent de façon répétitive. C'est très important. Votre dernier livre a un titre très éloquent, Un maman de tous les enfants du monde. Est-ce que, quelque part, parce qu'on voit bien qu'au-delà du cas par cas, vous avez une vraie hauteur de vue sur ces sujets, est-ce que vous avez le sentiment, de par vos conseils, d'être quelque part la maman de tous les enfants du monde? Et voilà, avec mon éditeur, nous avons choisi ce titre du fait des racines de mon message qui ont commencé dans les paillotes, dans les cases, et de ce que j'appelle le petit sapiens. C'est-à-dire, le petit homme est né dans les tropiques, en Afrique de l'Est, vous savez, c'est là qu'on est devenu Homo sapiens. Et donc, ce petit homme, il faut revenir à le découvrir dans chaque bébé qui naît, dans chaque enfant qui grandit. Par exemple, les singes étaient à 4 pattes et l'enfant s'est redressé. L'être humain a commencé là à développer ces zones de communication du langage et de l'écriture qui sont le propre de l'homme. Eh bien, quand vous laissez toujours votre enfant à terre ou dans une poussette avec une tétine pour lui boucher la parole et que vous téléphonez, que vous faites autre chose, vous ne mettez pas cette parole qui est vraiment le moteur de l'être humain. Alors que quand vous le portez, quand vous le bercez, quand vous le gardez avec vous, même à 2 ans, porter un enfant, faire les vitrines, être chez le poissonnier, expliquer les poissons, il y a du langage. Vous voyez la vie avec les yeux
de maman et de l'enfant. Vous lui donnez votre interprétation du monde. Donc ça, c'est universel. Et je dis que le bébé est universel. Donc maman de tous les enfants du monde, c'est maman du bébé et de l'enfant universel, dans ses besoins universels qu'on a tellement oublié. Le premier geste universel, c'est de jeter les tétines, de ne pas les donner. Une fois qu'il y est habitué, on la lui laisse, mais ne donnez pas de tétines à un nouveau-né. Vous le faites parce que vous voulez l'allaiter à des heures, mettre des biberons, le forcer à respecter votre rythme, qu'il dorme. En fait, se débarrasser de lui. Non, vous portez, vous nourrissez à la demande au sein comme au biberon, et puis vraiment vous communiquez avec lui et vous l'humanisez. C'est universel. En tout cas, c'est un très joli titre, Maman de tous les enfants du monde. C'est très poétique. Alors, on a parlé tout à l'heure de combat dans la première partie. Vous avez aussi parlé de la colère qui a été la vôtre, qui a surtout été celle de votre sœur. Et donc, je voulais vous proposer qu'on continue à parler de combat. Que vous inspire ce terme, le terme de combat ou de lutte ? Il faut vraiment avoir un moteur dans... Je pense que tous les êtres humains doivent penser au moteur qu'ils ont en eux pour lutter contre les injustices, contre ceux qui les déstabilisent, qui leur paraît pas normal. Il ne faut pas être résigné, jamais. Or tous, n'importe quelle personne a des critiques à faire sur le comportement qu'on a avec elle, avec quelqu'un d'autre, sur les choses qui dysfonctionnent, mais trop se résigne, se décourage. Vraiment, l'éducation, c'est d'arriver à garder ce moteur en l'enfant que plus tard il ose vous dire. Donc il faut qu'il puisse vous dire. Parfois il comprend la parole et puis on lui dit non mais attends, tais-toi. Non, expliquer, dire ce que l'on ressent, on doit le faire dès qu'on est enfant et ainsi on aura toujours le moteur de lutter. Aujourd'hui, vous voyez ce matin j'entendais qu'un grand handicapé va réussir des exploits sportifs grâce à un exosquelette. On est en train d'inventer ce qu'on appelle aux États-Unis le rewalk, remarcher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je voudrais qu'on utilise les exosquelettes sur les tout petits enfants handicapés très tôt, parce qu'en fait, ça reconnecte les neurones et ça va diminuer le handicap. Et vraiment s'occuper des enfants handicapés, mais pas seulement avec des subventions et en mettant quelqu'un de pas très expérimenté pour l'accompagner, pour minimiser le handicap, pour lui donner le plus grand potentiel, pour communiquer, pour marcher. On sera tous handicapés. Donc il faut vraiment aider, mais aider avec intelligence. La science est extraordinaire. Alors par contre, j'aime beaucoup l'époque dans laquelle on est, contrairement à ce qu'on peut maudire souvent, parce que tous les progrès techniques permettent tellement de communiquer et d'aider, mais il faut s'en servir, vraiment il faut s'en servir. Je disais, d'un côté, effectivement, il y a tous ces progrès techniques et en même temps, vous sembliez dire que sur certains sujets, notamment relatifs à l'éducation, il y a une forme de régression. En